Les nuits devenaient de plus en plus longues et le rire revenait souvent, toujours tout près de mon oreille. C'est peut-être stupide, et je n'ai jamais vraiment cru aux théories disant que nous vivons dans une simulation, mais ce qui m'est arrivé m'a marqué plus que je ne voudrais l'admettre. Je conduisais tranquillement vers le supermarché, sur un trajet que je fais depuis des années sans même y penser. À un carrefour, j'ai tourné la tête pour regarder une petite route perpendiculaire que je longe presque toujours. Et pendant une fraction de seconde, quelque chose n'allait pas. À la place de la rue, il n'y avait rien de reconnaissable. Juste une sorte de vide sombre, comme un trou sans profondeur, exactement comme quand un décor ne charge pas dans un jeu vidéo. J'ai cligné des yeux par réflexe, le cœur battant plus vite que la normale. Quand j'ai regardé à nouveau, tout était revenu à la normale. La route était là, parfaitement banale, avec ses arbres, ses trottoirs, rien d'anormal. La circulation continuait comme si de rien n'était. Depuis ce jour, je prends un autre chemin pour aller faire mes courses. C'était en 2018, lors d'un voyage à Bali. J'étais parti avec quelques amis de mon âge et nous avions décidé de louer une grande villa isolée, perdue au milieu de rizières. L'endroit était magnifique, presque irréel. Une immense maison sur 2 étages, entourée de verdure, sans voisins visibles à proximité. À notre arrivée, tout semblait parfait, presque trop calme. La journée s'est passée sans problème, entre visites et moments de détente. Mais dès que le soleil a commencé à se coucher, l'atmosphère a changé. Le silence est devenu pesant. Il n'y avait plus que les bruits de la nature autour de nous, des sons inconnus, des bruissements dans l'obscurité. Nous savions que les rizières abritaient toutes sortes d'animaux, mais cela n'empêchait pas notre imagination de s'emballer. À mesure que la nuit avançait, chacun de nous devenait de plus en plus nerveux. Nous avons fini par décider de dormir tous ensemble à l'étage. Il y avait une chambre en bas, mais aucun de nous ne voulait s'y retrouver seul. Nous avons fermé les portes, éteint les lumières et essayé de dormir malgré le malaise qui flottait dans l'air. Le lendemain matin, la lumière du soleil a balayé une partie de nos peurs. Tout semblait à nouveau paisible. L'un de mes amis est sorti sur le balcon pour prendre l'air pendant que les autres se réveillaient. Quelques secondes plus tard, il nous a appelés d'une voix étrange, mi-confuse, mi-inquiète. Lorsqu'on l'a rejoint, il nous a montré le sol juste devant la porte du balcon. Des baies écrasées y étaient éparpillées, concentrées au même endroit comme si quelqu'un les avait volontairement déposées là. Le problème, c'est que nous ne savions même pas de quel fruit il s'agissait. Il n'y avait aucun arbre semblable à proximité. Les seuls arbres visibles étaient des palmiers, bien trop éloignés pour expliquer la présence de ces fruits. Et surtout, l'endroit était couvert par un toit. Si un oiseau les avait laissés tomber, il aurait fallu qu'il entre sous la structure, ce qui semblait très peu probable. Nous sommes restés là à fixer les taches au sol, partagés entre la confusion et un malaise grandissant. Finalement, nous avons nettoyé l'endroit et sommes partis en excursion pour la journée, essayant de ne pas trop y penser. Le reste de la journée s'est déroulé normalement. Le soir venu, nous avons mangé, discuté, essayé de nous détendre, puis nous sommes allés nous coucher. Le lendemain matin, je me suis levé la première et je suis sorti sur le balcon. Et là, mon estomac s'est noué. Les mêmes baies écrasées étaient de nouveau là, exactement au même endroit que la veille. Personne n'était passé par là pendant la nuit, personne n'était entré sur le balcon. Rien ne pouvait expliquer leur présence. Quand j'étais en CE2, je rentrais de l'école tous les jours avant ma mère. Je restais seul à la maison avec ma grand-mère, qui était tétraplégique et ne pouvait pas se déplacer. C'était devenu une routine tranquille. Je faisais mes devoirs dans la cuisine pendant qu'elle regardait la télévision dans le salon. Un après-midi, le téléphone fixe a sonné. Je suis allé décrocher sans me poser de questions. Une voix d'homme que je ne connaissais pas m'a dit bonjour puis a prononcé mon prénom. Il m'a demandé si je venais juste de rentrer de l'école. Sur le moment, ça m'a surpris mais j'ai répondu oui,
puis je lui ai demandé qui il était. Il n'a pas répondu. À la place, il a commencé à poser des questions étranges, me demandant si je me touchais parfois ou si j'aimais regarder les filles. Je me souviens avoir senti que quelque chose n'allait pas. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire, mais je savais que ce n'était pas normal. J'ai répondu non très vite et j'ai raccroché sans attendre. Mon cœur battait fort et j'ai regardé le téléphone comme s'il pouvait sonner à nouveau à tout moment. Quand ma mère est rentrée, je lui ai tout raconté. Elle a essayé de me rassurer et a appelé la compagnie de téléphone, mais à l'époque il n'y avait pas d'affichage du numéro et rien n'a pu être retracé. L'histoire s'est arrêtée là, sans réponse, sans suite. Je me demande comment cet homme connaissait mon prénom, comment il savait que je venais de rentrer, et surtout comment il avait obtenu notre numéro. Cela s'est passé il y a 5 ans, mais j'y pense encore presque tous les jours. C'est le genre de souvenir qui ne s'efface pas, peu importe le temps qui passe. Ce jour-là, je suis rentré du travail comme d'habitude, un mercredi, exactement à la même heure que toujours, vers 16h45. J'habitais dans une impasse, avec des immeubles d'un côté et, de l'autre, le parking d'un centre de nature. Les voitures garées là ne changeaient presque jamais, sauf les week-ends quand le centre était plus fréquenté. Je connaissais chaque véhicule par cœur. Je me suis garé juste devant mon immeuble, ravi d'avoir trouvé cette place parfaite. Au même moment, une BMW noire est arrivée rapidement depuis le bout de la rue et s'est arrêtée beaucoup trop près de ma voiture, face à moi, comme si elle me bloquait volontairement. Les vitres étaient entièrement teintées, si sombres qu'on ne pouvait rien distinguer à l'intérieur, sauf celle du conducteur qui ne l'était pas du tout. C'était étrange. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu un homme, la vingtaine, cheveux blonds, lunettes de soleil noires, les mains posées sur le volant à 10h10. Il regardait droit devant lui sans bouger. Je me suis dit qu'il attendait sûrement quelqu'un. Une jeune femme blonde de son âge vivait au-dessus de chez moi, alors j'ai pensé que ça devait être pour elle. J'ai sorti mon téléphone et commencé à répondre à quelques messages. 1 minute est passée. Puis 2. Puis 3. J'ai regardé vers l'entrée du bâtiment, m'attendant à voir quelqu'un sortir pour le rejoindre. Rien. J'ai alors coupé le moteur de ma voiture, un peu agacé de gaspiller de l'essence, et j'ai commencé à faire défiler des posts sur mon téléphone. Mais quelque chose n'allait pas. Je le surveillais du coin de l'œil et il n'avait absolument pas bougé. Pas un geste. Pas un regard vers son téléphone. Pas même un mouvement de tête. Il était figé. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. L'arrière de sa voiture a légèrement bougé, comme si quelqu'un se trouvait sur la banquette arrière. À cet instant, une peur viscérale m'a traversé. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. J'ai immédiatement composé le numéro de mon partenaire, qui travaillait à la maison ce jour-là, pour lui demander de venir me rejoindre et de m'accompagner jusqu'à l'appartement. Au moment précis où j'ai porté le téléphone à mon oreille, la voiture a démarré brutalement et est partie à toute vitesse, après être restée immobile pendant presque 8 minutes. Je suis resté là, figé, le téléphone encore à la main. Tout dans mon corps me disait que ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un hasard. J'étais convaincu que quelqu'un m'observait, qu'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. Et que le simple fait que j'ai appelé à l'aide avait fait échouer ce qui devait se passer. Je savais, au plus profond de moi, que c'était une tentative d'enlèvement. Devant chez moi. Calculée en fonction de mes horaires. Quand j'avais environ 23 ans, je faisais une balade à vélo et je me suis arrêté dans un parc pour aller aux toilettes publiques. J'ai posé mon vélo juste à côté de l'entrée et je suis entré sans trop réfléchir. L'endroit était presque vide, silencieux, avec ce genre d'écho qu'on entend dans les sanitaires mal entretenus. J'étais dans une cabine quand, sans aucun bruit préalable, une tête est apparue au-dessus de la cloison. Un homme d'âge mûr, déjà bien dégarni, me regardait droit dans les yeux. Pendant une fraction de seconde, on est restés figés tous les deux. Il avait l'air surpris, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un d'autre à ma place.
Puis il a disparu aussitôt, se baissant brusquement, et j'ai entendu ses pas s'éloigner. J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. J'ai terminé aussi vite que possible, avec une sensation désagréable dans le ventre, surtout parce que mon vélo était resté dehors sans surveillance. En sortant, j'ai été soulagé de voir qu'il était toujours là, exactement où je l'avais laissé. Mais juste devant la porte se tenait un garçon d'environ 12 ou 13 ans, que je n'avais jamais vu auparavant. Il m'a regardé droit dans les yeux et a commencé à me parler de mon vélo, me posant des questions banales, comme s'il voulait juste discuter. J'ai répondu machinalement, par des mots courts, sans vraiment m'engager dans la conversation. En levant les yeux, j'ai remarqué que l'homme de tout à l'heure se tenait plus loin sur le parking. Il faisait semblant de regarder autour de lui, mais son attention était clairement tournée vers nous. Le garçon continuait de parler, calmement, comme s'il essayait de faire durer le moment. Puis, après quelques instants, l'homme a fini par monter dans sa voiture et quitter le parking. Dès que la voiture a disparu au bout de la route, le garçon m'a regardé, a souri brièvement et a dit quelque chose comme merci, puis au revoir. Il est parti aussitôt, sans se retourner. Je suis resté là quelques secondes, un peu sonné, comprenant seulement après coup que ce gamin m'avait probablement aidé sans que je le réalise sur le moment. Je n'ai jamais su qui était cet homme, ni ce qu'il comptait faire, ni pourquoi ce garçon se trouvait là pile à ce moment précis. Notre voisin était connu dans tout le quartier pour ses disputes constantes. Presque chaque soir, on pouvait entendre des cris traverser les murs, des insultes, des éclats de colère qui semblaient ne jamais vraiment s'arrêter. C'était devenu tellement habituel que plus personne n'y prêtait vraiment attention. On savait simplement que chez eux, ça n'allait jamais bien. Un soir, j'étais dehors tranquillement, occupé à mes affaires, quand j'ai entendu une nouvelle dispute commencer. Au début, j'ai simplement levé les yeux au ciel. Encore une fois, ça devait être le mari qui avait trop bu. Les cris ont continué, de plus en plus forts, accompagnés de bruits sourds comme si des objets étaient jetés contre les murs ou le sol. Au bout de quelques minutes, la tension est montée d'un cran. J'ai entendu la femme crier d'une voix pleine de colère et d'incompréhension. Elle a hurlé « Tu as fait quoi ?» d'une manière qui m'a glacé le sang. À ce moment-là, j'ai compris que la dispute dépassait largement ce qu'on entendait d'habitude. Ensuite, les voix sont devenues confuses, étouffées, difficiles à distinguer. Je ne comprenais plus exactement ce qui se disait, jusqu'à ce que les cris changent de ton. Elle s'est mise à hurler de peur. Elle criait « Lâche-moi » et « Laisse-moi tranquille » à plusieurs reprises. Là, j'ai senti un vrai malaise m'envahir. J'ai commencé à me dire que quelque chose de grave était en train de se produire. J'ai hésité à appeler la police, mais avant même que je prenne mon téléphone, une voiture de police est arrivée devant leur maison. J'ai pensé qu'un autre voisin avait dû appeler pour tapage nocturne ou violence. Lorsque les policiers sont entrés, tout est soudainement devenu silencieux. Les cris se sont arrêtés net, comme si rien ne s'était passé. J'ai cru que l'histoire se terminerait là. Quelques jours plus tard, en rentrant de l'école, j'ai vu plusieurs voitures de police garées devant leur maison. Cette fois, il y en avait au moins 3. J'ai aperçu l'homme menotté, escorté par des agents. Sur le moment, j'ai pensé que sa femme avait finalement porté plainte pour violence conjugale. En entrant chez moi, j'ai vu mes parents debout près de la fenêtre, le visage grave. Je leur ai demandé ce qui se passait. Ma mère m'a alors expliqué qu'un voisin leur avait dit la vérité. L'homme avait assassiné sa femme. Pire encore, il aurait tenté de dissimuler le corps en le découpant et en cachant les morceaux dans la buanderie, sous de la lessive en poudre. J'ai ressenti un mélange de choc, de dégoût et de peur. Savoir que j'avais vécu juste à côté d'un homme capable d'une telle horreur m'a profondément marqué. Plus tard, les informations ont confirmé l'histoire, et tout le quartier a été secoué par la nouvelle. Un soir de semaine, je suis allé faire des courses chez BJ. Le magasin était assez calme, presque vide, ce qui rendait l'ambiance un peu étrange.
Je me suis dirigé vers le fond pour prendre des côtelettes de porc et c'est là que je l'ai remarqué. Un homme se tenait dans l'allée, sans rien regarder, sans prendre d'article. Il était simplement là, immobile, comme s'il attendait quelque chose. Quand je me suis approché du rayon, il a soudainement déplacé son chariot pour se placer entre moi, mon propre chariot et une palette de carton en cours de déchargement. Le passage était étroit et son geste m'a mis immédiatement mal à l'aise. J'ai attrapé ce dont j'avais besoin aussi vite que possible et j'ai réussi à me faufiler pour m'éloigner. En passant près de lui, j'ai vu son expression. Il n'avait pas l'air en colère, plutôt contrarié, comme si quelque chose ne s'était pas déroulé comme il l'espérait. Je pensais que ce serait fini, mais en avançant dans le magasin, j'ai remarqué qu'il me suivait. Pas de manière évidente, mais assez pour que je le sente derrière moi à chaque détour d'allée. Mon cœur battait plus vite, et je faisais semblant de comparer des produits tout en surveillant ses mouvements du coin de l'œil. J'ai payé le plus vite possible et je suis sorti presque en courant. Une fois dehors, j'ai scruté le parking avant d'atteindre ma voiture. Je regardais constamment autour de moi, prêt à réagir au moindre signe. Je suis monté, j'ai démarré et j'ai pris un itinéraire différent de d'habitude, au cas où quelqu'un me suivrait. Ce n'est qu'après plusieurs détours que j'ai commencé à respirer un peu plus normalement. Une année, ma famille et moi sommes allés séjourner chez ma tante et mon oncle dans le Michigan. Ils n'y vivaient que depuis peu de temps. Leur maison se trouvait près d'une baie, dans un endroit plutôt isolé. Il n'y avait pas de voisins juste à côté, seulement quelques maisons de location visibles au loin. L'endroit était beau, calme en apparence, mais dès notre arrivée, quelque chose semblait étrange. Ce n'était pas une impression isolée. Toute ma famille ressentait la même chose, une sorte de malaise difficile à expliquer, comme si la maison n'aimait pas être habitée. La première nuit, quelque chose d'inquiétant s'est produit. Il y avait une maison de location non loin de là, et selon le propriétaire, personne n'y séjournait cette semaine-là. Pourtant, au milieu de la nuit, ma mère n'arrivait pas à dormir. Vers 2 ou 3 heures du matin, elle a regardé par la fenêtre et a juré avoir vu des lumières s'allumer et s'éteindre à plusieurs reprises dans cette maison pourtant vide. Elle est restée longtemps à observer, confuse et mal à l'aise, avant de finir par se rendormir sans vraiment comprendre ce qu'elle avait vu. Une autre nuit, l'atmosphère est devenue encore plus troublante. Ma sœur aînée dormait sur un matelas gonflable dans la chambre de mes parents. Ma sœur du milieu et moi étions installés sur d'autres matelas juste à l'extérieur de la chambre, dans une sorte de grande pièce ouverte à l'étage. Mon père, quant à lui, n'arrivait pas à se détendre du tout. Il disait que quelque chose le mettait profondément mal à l'aise dans cette maison. Finalement, il a décidé de quitter la maison pour la nuit et d'aller dormir dans notre camping-car, simplement pour pouvoir trouver un peu de calme. Cette même nuit, ma mère s'est réveillée brusquement, encore une fois vers 2 ou 3 heures du matin. Elle a entendu une voix très claire près de son lit. Quelqu'un disait « Maman » encore et encore, comme si l'un de nous essayait désespérément de la réveiller. Elle a ouvert les yeux et a répondu instinctivement « Quoi ?» mais il n'y avait personne devant elle. Troublée, elle a réveillé ma sœur aînée pour lui demander ce qu'elle voulait. Ma sœur était profondément endormie et a juré qu'elle n'avait pas bougé de la nuit. Ma mère est ensuite venue vérifier sur ma sœur du milieu et moi. Nous dormions toutes les deux paisiblement et n'avions pas quitté nos matelas. Après ça, l'ambiance dans la maison est devenue encore plus lourde. Personne ne se sentait à l'aise et le simple fait de rester à l'intérieur donnait la chair de poule. Finalement, nous avons décidé d'écourter notre séjour. Nous avons préféré explorer les environs pendant la journée et dormir dans un hôtel plutôt que de passer une autre nuit dans cette maison. Je n'oublierai jamais une scène qui s'est passée quand j'étais enfant, dans la résidence où je vivais à l'époque. J'avais environ 7 ou 8 ans et j'étais à la piscine avec ma famille. Sur le moment, tout me paraissait normal, une journée banale d'été comme il y en avait tant d'autres. À un moment, j'ai remarqué un homme d'âge mûr dans l'eau, assez proche d'un autre enfant qui n'était pas beaucoup plus jeune que moi. Il n'était pas en train de jouer. L'homme avait le bras posé autour des épaules du garçon, d'une manière beaucoup trop familière. Il lui parlait calmement, presque doucement,
en lui posant des questions très personnelles, où il habitait, quelle école il fréquentait, quel âge il avait. À l'époque, ça ne m'avait pas immédiatement choqué. Je me souviens m'être dit qu'il était peut-être juste gentil, ou qu'il connaissait la famille. Avec le recul, cette scène me met profondément mal à l'aise. Tout, dans son attitude, sonnait faux. Il n'y avait rien de naturel dans la façon dont il se tenait si près de cet enfant ni dans le genre de questions qu'il posait. Ce n'était pas de la curiosité innocente, c'était intrusif. Je me rappelle aussi très clairement le moment où le grand frère du garçon est arrivé. Il a tout de suite compris que quelque chose clochait. Sans faire de scène, il s'est approché, a attrapé son petit frère et l'a tiré doucement mais fermement hors de l'eau. En passant, il a lancé un regard au type, un regard plein de dégoût et de méfiance. L'homme n'a rien dit. Il s'est contenté de s'éloigner. À l'époque, je n'ai pas réalisé la gravité de la situation. Quand mes grands-parents sont décédés, toute ma famille a déménagé dans leur ancienne maison afin de s'occuper de mon oncle. Il avait toujours vécu là et avait besoin d'un peu d'aide au quotidien. Dès mon arrivée, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. La maison avait une atmosphère lourde, presque oppressante, comme si l'air lui-même refusait de circuler normalement. Je ne me sentais jamais vraiment en sécurité, même en pleine journée, et les nuits étaient encore pires. Je faisais souvent des cauchemars, parfois confus, parfois extrêmement réalistes. Une nuit en particulier m'a marqué plus que toutes les autres. Le rêve semblait réel au point que j'étais persuadé d'être éveillé. Vers la fin, une présence est apparue devant moi. C'était une créature terrifiante, bien différente de tout ce que j'avais pu imaginer auparavant. Elle avait un sourire immense rempli de dents longues et tranchantes, une peau blanche fissurée qui ressemblait presque à de l'os, et des yeux totalement noirs, comme des trous vides. Il n'a pas parlé, mais d'une manière impossible à expliquer, j'ai compris qu'il voulait me faire du mal. Son simple sourire suffisait à transmettre une menace absolue. Je me suis réveillé en panique, trempé de sueur, le cœur battant à tout rompre. Après ce cauchemar, j'ai eu peur de m'endormir pendant plusieurs nuits. Je laissais la lumière allumée, j'écoutais le moindre bruit, persuadé que quelque chose m'observait. Malgré cela, je n'ai parlé de ce rêve à personne. J'avais peur qu'on se moque de moi ou qu'on pense que j'exagérais. Je m'entendais mal avec mon oncle, et nous échangions rarement plus que quelques mots par nécessité. Pourtant, le lendemain de ce cauchemar, il est venu me parler sans raison apparente. Il m'a demandé si j'avais encore l'application sur mon téléphone. Il parlait d'une application un peu stupide que j'avais téléchargée par curiosité, censée détecter des ondes ou des présences paranormales. Je l'avais utilisée 1 ou 2 fois dans la maison parce que l'ambiance me mettait mal à l'aise. Je lui ai répondu que oui, que je l'avais toujours. Il m'a alors dit calmement qu'il demandait ça parce que la nuit précédente, il avait vu quelque chose se tenir dans l'embrasure de sa porte. Puis il a commencé à décrire ce qu'il avait vu. À mesure qu'il parlait, mon estomac se nouait. Il décrivait exactement la même créature que celle de mon cauchemar. Le sourire, les dents, la peau pâle et fissurée, le regard vide. Tout correspondait. J'étais tellement choqué que j'ai à peine su quoi répondre. J'ai senti une peur froide m'envahir, bien différente de tout ce que j'avais ressenti auparavant. Quand j'en ai finalement parlé au reste de ma famille, ils ont tous admis qu'ils ressentaient eux aussi quelque chose d'étrange dans cette maison. Personne ne dormait vraiment bien, et l'ambiance devenait de plus en plus pesante chaque jour. Heureusement, nous n'y sommes pas restés très longtemps avant de vendre la maison et de partir. J'avais environ 11 ou 12 ans à l'époque. Derrière notre maison, il y avait un poteau électrique planté juste au milieu de la clôture du jardin. Un homme se présentait comme électricien et travaillait dessus depuis quelques jours. À cause de ça, il devait régulièrement entrer dans notre jardin pour accéder au poteau, ce qui ne nous semblait pas particulièrement étrange sur le moment. Un soir, une amie dormait à la maison. Nous avions construit une sorte de cabane avec des draps dans ma chambre et on s'était installé à l'intérieur, à l'abri du reste du monde. J'étais tourné vers elle, dos à la porte de ma chambre.
À un moment, elle a sursauté et a laissé échapper un petit cri étouffé. Quand je lui ai demandé ce qu'il y avait, elle m'a dit qu'elle avait cru voir, pendant une fraction de seconde, un visage d'homme apparaître entre les draps, à l'entrée de notre cabane improvisée. Sur le moment, on a essayé de se rassurer. On s'est dit que c'était sûrement son imagination, que la lumière jouait des tours, que la fatigue faisait divaguer nos yeux. Mais malgré ça, l'ambiance avait changé. On se sentait observé, mal à l'aise, et on a fini par s'endormir difficilement, en restant bien proches l'une de l'autre. Le lendemain, ou peut-être le jour d'après, mes parents se sont rendus compte que 2 de nos scooters, rangés dans le jardin à l'arrière de la maison, avaient disparu. Ce n'est que plus tard que mon père a fait le lien. Il avait reconnu le visage de l'homme qui travaillait sur le poteau en voyant un avis de recherche local. Il figurait parmi les personnes les plus recherchées de la région de Sacramento à ce moment-là. Avec le recul, tout s'est mis en place d'un coup. Cet homme avait eu accès à notre jardin, savait que des enfants vivaient là, et était entré sans qu'on s'en rende compte. J'ai toujours pensé que la nuit où mon ami a cru voir un visage dans notre cabane était probablement le moment où il était venu voler les scooters. Quand j'avais 16 ans, je suis parti en voyage à Tampa avec une amie. Nous logions dans un hôtel plutôt miteux, le genre d'endroit un peu défraîchi mais pas assez cher pour qu'on s'en inquiète vraiment. Il y avait une piscine extérieure, et un soir, on a décidé d'y aller pour se détendre un peu. À ce moment-là, il n'y avait presque personne. Juste nous deux et, de l'autre côté de la piscine, un groupe d'adultes assis autour d'une table avec un petit garçon. L'ambiance était calme. L'enfant s'est rapidement détaché du groupe et s'est approché de nous. Il avait l'air d'avoir environ 7 ans. Il était souriant, bavard, et clairement en manque d'attention. Les adultes ne lui prêtaient aucune attention. Il a commencé à nous poser des questions toutes simples. Il voulait savoir d'où on venait, si on aimait la piscine, ce qu'on faisait en ville. Il nous a demandé si on allait aller dans les parcs d'attractions. Tout semblait innocent, presque mignon. Puis, sans aucune transition, il nous a demandé si on aimait la vodka. La question m'a complètement prise au dépourvu. À son âge, je ne savais même pas si j'avais déjà entendu ce mot. J'ai répondu que non, que nous ne buvions pas. C'est là qu'il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Il nous a expliqué que ses parents le laissaient boire un peu de leur verre, et que si on voulait, on pouvait aller avec eux dans leur chambre pour boire aussi. À ce moment précis, j'ai senti une alarme s'allumer dans ma tête. Tout, dans son ton et dans la situation, sonnait faux. Ce n'était plus un enfant qui parlait par curiosité. C'était comme s'il répétait quelque chose qu'on lui avait dit de dire. J'ai regardé mon amie, elle avait la même expression que moi. Sans dire un mot de plus, on s'est levé et on est parti presque en courant, direction notre chambre. Je ne sais toujours pas si ce garçon répétait simplement des choses qu'il avait entendues sans comprendre, ou si les adultes à la table cherchaient réellement à attirer des adolescentes dans leur chambre en se servant de lui. Je sais seulement que j'ai rarement ressenti un malaise aussi fort et aussi soudain. Je ne me souviens plus exactement de mon âge, j'avais peut-être 8 ou 9 ans. Je marchais seul pour aller à l'école, comme je le faisais souvent. C'était encore tôt le matin, la lumière était un peu terne, presque grise. En avançant sur le trottoir, j'ai croisé un homme qui venait en sens inverse. Il devait avoir dans les 60 ans, peut-être un peu plus. Ce qui m'a frappé immédiatement, c'est qu'il portait des lunettes de soleil alors que le soleil n'était même pas vraiment levé, et un long manteau noir alors qu'il ne faisait pas froid du tout. Avant même qu'il ne se passe quoi que ce soit, j'ai ressenti un malaise très net. Sans trop savoir pourquoi, j'ai décidé de descendre du trottoir pour le contourner et garder un peu de distance. Mon instinct me disait de ne pas m'approcher. Je me souviens encore très clairement de cette sensation d'alerte, comme si quelque chose sonnait faux sans que je puisse l'expliquer. C'est à ce moment-là que tout a basculé. L'homme s'est mis à donner des coups de pied dans les feuilles mortes au bord du trottoir, en m'en projetant dessus, puis il a attrapé de la terre ou du paillis dans un parterre et l'a lancé dans ma direction. Il criait quelque chose, mais j'étais trop paniqué pour comprendre ses mots.
Sa voix était agressive, désordonnée, presque animale. J'ai immédiatement pris mes jambes à mon cou. J'ai couru aussi vite que je le pouvais, le cœur battant à m'en faire mal, sans jamais oser me retourner. J'ai parcouru comme ça plusieurs pâtés de maisons jusqu'à atteindre le passage piéton gardé devant mon école. Ce n'est qu'en voyant l'adulte chargé de la circulation que j'ai commencé à me sentir en sécurité. Toute la journée, l'image de cet homme m'est restée en tête. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était, mais la peur ne me quittait pas. En rentrant chez moi, j'ai fini par tout raconter à mes parents. Ils ont immédiatement pris la chose au sérieux et ont déposé un signalement auprès de la police. Je n'ai jamais su ce qu'il était advenu de cet homme. Avant de raconter ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut comprendre 2 choses importantes sur notre maison et notre routine. Nous avons 3 chats, et chaque soir, avant d'aller nous coucher, nous les mettons dehors de la chambre. Ils sont adorables, mais ils deviennent extrêmement bruyants dès qu'ils veulent de l'attention, au point de réveiller notre bébé qui dort dans un petit lit dans notre chambre. Alors nous faisons toujours très attention à les compter avant de fermer la porte. Toujours. C'est devenu un automatisme. Autre détail important, il arrive parfois qu'un des chats se faufile dans le placard de la chambre pendant la journée, quand on ouvre la porte pour attraper des vêtements. Il arrive qu'on ne le remarque pas tout de suite, et on ne s'en rend compte que lorsqu'on entend des grattements ou des miaulements étouffés derrière la porte fermée. Ce soir-là, tout semblait normal. Nous étions couchés, la lumière éteinte, prêts à nous endormir. Soudain, un bruit sourd a retenti contre la porte du placard. Un coup franc, comme si quelque chose frappait de l'intérieur. J'ai immédiatement demandé à mon conjoint s'il avait bien fait le compte des chats avant de venir se coucher. Il m'a répondu que oui, qu'il en était certain. Malgré ça, l'ambiance est devenue lourde instantanément. Il s'est levé pour vérifier. Il a ouvert la porte du placard et il n'y avait absolument rien à l'intérieur. Rien du tout. Il est ensuite allé dans le salon pour vérifier les autres pièces, et il a retrouvé les 3 chats blottis ensemble sur le canapé, profondément endormis. Quand il est revenu dans la chambre, il a rouvert le placard, fouillé encore, sans résultat. Rien ne pouvait expliquer le bruit. Nous nous sommes recouchés, un peu tendus mais épuisés. On s'est rapprochés l'un de l'autre, essayant de se rassurer. C'est à ce moment-là que le bruit est revenu, plus fort encore. Des coups secs contre la porte, suivis d'un bruit de frottement. Notre bébé s'est réveillé en pleurant. Mon cœur battait à tout rompre. Nous avons tous les 2 bondi du lit et fouillé le placard ensemble, chaque recoin, chaque étagère. Toujours rien. Après avoir calmé le bébé, nous sommes retournés nous coucher. Nous étions épuisés, physiquement et nerveusement. On s'est serrés l'un contre l'autre, complètement sur le qui-vive. Juste au moment où le sommeil commençait enfin à nous gagner, le bruit est revenu une 3e fois. Plus léger, mais cette fois la poignée de la porte a clairement bougé. Ni l'un ni l'autre n'avons osé nous lever. Mon cœur battait à tout rompre. À voix basse, j'ai murmuré que peut-être on devrait simplement rester au lit et espérer que ça s'arrête. Dans un mélange de fatigue et de peur, j'ai regardé la porte du placard et j'ai dit d'un ton ferme, presque autoritaire, que ça suffisait, que nous étions épuisés et que nous voulions dormir. Après ça, tout s'est arrêté. Le silence est revenu, lourd mais stable. Nous avons fini par nous endormir, épuisés. J'avais autour de 12 ans à l'époque. Je jouais dehors avec d'autres enfants et on avait lancé une partie de cache-cache dans le quartier. À un moment, je me suis caché derrière un arbre, juste à côté de la route. Je me souviens très bien du bruit des voitures qui passaient de temps en temps, du vent dans les feuilles, et de l'excitation normale d'un jeu d'enfant. C'est là qu'une voiture s'est arrêtée près de moi. 2 hommes étaient à l'intérieur. L'un d'eux s'est penché vers la fenêtre et m'a parlé d'un ton presque amical. Il m'a demandé si je voulais voir leur chien. Sur le moment, ça ne m'a pas paru complètement étrange. J'aimais les animaux, et j'étais encore assez naïf pour ne pas voir immédiatement le danger.
Puis il a ajouté que le chien était à l'arrière de la voiture et que je devais m'approcher, voire entrer pour le voir. À cet instant précis, quelque chose s'est déclenché en moi. Ce n'était pas une pensée claire, plutôt une sensation brutale, comme une alarme intérieure. J'ai compris sans pouvoir l'expliquer que je ne devais surtout pas faire un pas de plus. J'ai dit non. Ils ont insisté, une fois encore, avec un ton un peu plus pressant, comme s'ils espéraient me faire changer d'avis. Mais j'ai reculé, j'ai secoué la tête et je me suis éloigné aussi vite que j'ai pu. Je me souviens encore de la tension dans mon corps pendant que je m'éloignais, sans oser me retourner. C'était lors d'un voyage de plusieurs jours dans le désert de Simpson. Nous roulions depuis longtemps déjà et nous étions loin de tout, vraiment loin. À l'origine, nous n'avions pas prévu de nous arrêter à cet endroit précis, mais l'un des véhicules tirant une remorque a crevé un pneu en fin de journée. Le soleil commençait à descendre, la lumière devenait orange et on a décidé que le plus raisonnable serait de réparer, monter le camp et repartir le lendemain. D'après la carte, la zone appartenait à l'armée. Probablement un terrain d'entraînement ou quelque chose du genre. Il n'y avait aucun panneau, aucun bâtiment, rien qui indiquait une présence humaine. Sur le moment, on n'y a pas vraiment réfléchi, mais cette information ajoutait une tension étrange à l'atmosphère. Le désert était totalement silencieux, vaste, presque écrasant. On avait l'impression d'être minuscule au milieu de nulle part. Après le dîner, on s'est allongé pour observer le ciel. Il était incroyablement clair. On voyait des étoiles à perte de vue, la Voie lactée découpée avec une netteté presque irréelle. Des météores traversaient le ciel régulièrement et on distinguait facilement les satellites qui se déplaçaient lentement d'un horizon à l'autre. C'était magnifique. À un moment, mon regard s'est fixé sur un point lumineux qui avançait beaucoup plus lentement que les autres satellites. Sa trajectoire était régulière, presque paresseuse. Puis j'en ai repéré un second, pas très loin derrière, qui avançait dans la même direction, à la même vitesse. J'ai attiré l'attention des autres et on s'est tous mis à les observer, allongés sur le dos dans le sable, silencieux. Et là, sans aucun avertissement, le premier point lumineux a brusquement changé de direction. Un virage net, impossible à confondre avec une illusion d'optique. On a tous réagi en même temps, surpris, un peu incrédules. Puis, presque comme s'ils le copiaient, le second point a effectué exactement le même virage. Ils ont continué ainsi, l'un derrière l'autre, changeant de cap de manière franche et parfaitement synchronisée. Je me souviens très clairement de la sensation que j'ai ressentie à ce moment-là. Un mélange de fascination et de malaise profond. Mon cerveau cherchait désespérément une explication logique, mais rien ne collait. Ce n'était pas un avion, pas un satellite classique, pas un phénomène naturel que je connaissais. C'était trop précis, trop contrôlé. Je ne suis pas du genre à croire facilement aux théories du complot, aux ovnis ou aux visites extraterrestres. J'ai toujours essayé de rester rationnel. Pourtant, ce que j'ai vu cette nuit-là m'a réellement ébranlé. Même aujourd'hui, des années plus tard, je n'ai pas d'explication satisfaisante. La seule chose à laquelle je me raccroche, pour me rassurer un peu, c'est l'idée que c'était peut-être des satellites militaires capables de changer d'orbite, ou des appareils expérimentaux que je ne comprends pas. Je fumais un joint avec le type qui avait violé et assassiné une amie la veille au soir. Nous étions tous là, à essayer de comprendre ce qui avait bien pu se passer, à reconstruire les événements à partir de bribes et de rumeurs. Pendant ce temps, le responsable était assis parmi nous, calme en apparence, participant à la discussion comme s'il était un simple témoin choqué. Il lançait de fausses pistes avec une aisance troublante, modifiait légèrement les détails, suggérait des hypothèses qui détournaient l'attention de lui. Plus il parlait, plus il semblait prendre plaisir à observer nos réactions, à jauger jusqu'où il pouvait aller sans éveiller de soupçons. Personne ne se doutait que l'homme qui partageait la fumée et les silences lourds autour de la table était celui qui avait détruit une vie quelques heures plus tôt. L'atmosphère était étrange, presque irréelle. Chaque mot échangé ajoutait une couche de malaise, comme si la vérité flottait juste sous la surface, prête à remonter mais constamment repoussée par ces mensonges calculés.
Quand j'ai emménagé dans cette maison en colocation, l'un de mes colocataires m'a raconté presque en passant qu'une partie de la maison avait brûlé quelques années plus tôt. Il m'a dit que l'ancien propriétaire était mort dans l'incendie et que, depuis, certaines personnes affirmaient sentir une présence. Il disait ça sur un ton détaché, comme une anecdote un peu bizarre mais sans importance. Je ne l'ai pas vraiment pris au sérieux. Ma chambre se trouvait dans la partie reconstruite de la maison. Les premières semaines se sont passées sans problème. Puis, assez rapidement, j'ai commencé à vivre quelque chose d'étrange, mais pas effrayant. La nuit, à moitié endormi, je sentais très clairement un poids se poser sur mon lit, comme lorsqu'un chat saute près de vos jambes. Je sentais ensuite le matelas s'enfoncer légèrement, puis cette sensation familière d'un animal qui se couche, se met en boule et commence à ronronner doucement. Cela arrivait souvent. C'était si réaliste que je ne me posais même pas de questions. Je me disais que le chat de quelqu'un avait trouvé le moyen d'entrer dans ma chambre. Parfois, j'entendais même le petit bruit sec du seau quand il quittait le lit. Pourtant, quand j'ouvrais les yeux ou que je regardais autour de moi, il n'y avait jamais rien. Aucun animal dans la maison. Étrangement, ça ne me faisait pas peur. Au contraire, c'était presque rassurant, comme une présence tranquille qui venait me tenir compagnie pendant la nuit. Une seule fois cependant, l'expérience a été très différente. J'étais dans une autre chambre de la maison à ce moment-là. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve d'une intensité incroyable, bien plus réel que n'importe quel autre. J'étais conscient de dormir, mais incapable de bouger. Je sentais quelque chose sortir du matelas, comme une patte ou une griffe, mélange entre celle d'un chat et celle d'un possum. Elle s'est enfoncée dans ma cuisse avec une douleur si vive que j'ai cru que je me blessais réellement. J'étais persuadé que je me griffais moi-même dans mon sommeil. Quand je me suis réveillé en sursaut, haletant, il n'y avait aucune marque sur ma peau. La douleur avait disparu aussi vite qu'elle était venue. Quelques mois plus tard, j'ai quitté la maison. En rendant les clés, j'ai rencontré le propriétaire, qui habitait quelques maisons plus loin. En discutant, je lui ai dit quelque chose comme que cela avait dû être terrible quand la maison avait brûlé et que l'ancien propriétaire y avait perdu la vie. Il m'a regardé, surpris, et m'a corrigé immédiatement. Il m'a expliqué que l'homme avait réussi à s'échapper à temps et qu'il allait très bien. En revanche, il avait eu beaucoup de chats, une bonne douzaine, et plusieurs d'entre eux étaient morts dans l'incendie. Quand nous cherchions une maison, nous avons visité une grande propriété entourée d'une végétation très dense à l'avant. Des buissons hauts jusqu'aux cuisses, serrés les uns contre les autres, donnaient presque l'impression d'un mur naturel. Nous avons retrouvé l'agente immobilière sur place et passé un bon moment à parcourir la maison, pièce après pièce, pendant au moins 1 heure. Ensuite, nous nous sommes retrouvés tous les 3 sur le perron pour discuter de nos impressions, de ce que nous aimions ou non, et de ce que nous pouvions imaginer changer si nous achetions la maison. Nous étions garés près des buissons, tandis que l'agente avait laissé sa voiture dans l'allée. Une fois la discussion terminée, elle est partie la première. Mon mari et moi sommes restés encore un peu dans la voiture, à parler tranquillement de la visite et à comparer nos impressions. C'est à ce moment-là que quelque chose d'étrange s'est produit. À environ 2 mètres de la portière côté passager, un homme s'est redressé brusquement depuis les buissons, comme s'il en sortait après y avoir été accroupi ou dissimulé. Il a simplement marché vers la maison, sans nous regarder, sans montrer le moindre signe qu'il avait remarqué notre présence. Son attitude était calme, presque mécanique, comme si tout cela était parfaitement normal. Surpris et mal à l'aise, nous avons appelé l'agente immobilière pour lui raconter ce que nous venions de voir. Elle a contacté les propriétaires, qui lui ont répondu que c'était leur fils et qu'ils n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de vendre la maison. Cette explication n'a pas vraiment dissipé le malaise. Nous avons finalement décidé de ne pas donner suite et la maison a été retirée du marché peu de temps après. Aujourd'hui encore, je repense à cette scène et je me demande ce qu'il faisait exactement caché dans ces buissons, à attendre. Et je me dis surtout que j'ai eu de la chance que l'agente soit déjà partie à ce moment-là. Un soir, je quittais une fête perdue au milieu de la campagne, entourée de champs de maïs à perte de vue. J'étais au volant sur un chemin de terre,
un peu trop alcoolisé pour être fier de moi, mais pas au point d'halluciner. J'étais parfaitement conscient de ce que je voyais, ou du moins je le croyais. Au loin, dans la poussière soulevée par la route, j'ai aperçu une silhouette étrange. Elle se tenait au beau milieu du chemin. J'ai ralenti, pensant d'abord que c'était quelqu'un qui avait besoin d'aide ou un type un peu saoul qui s'était égaré. En m'approchant, j'ai senti un malaise profond monter en moi. La silhouette ne bougeait pas. Elle se tenait droite, immobile, comme si elle m'attendait. Quand je me suis presque arrêté, elle s'est tournée lentement vers moi. À cet instant précis, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je ne saurais pas dire exactement ce que j'ai vu, seulement que ce n'était pas humain. Pas au sens normal du terme. Sa posture, sa manière de bouger, tout sonnait faux. Mon estomac s'est noué comme si mon corps comprenait avant ma tête que j'étais en danger. Puis la chose s'est retournée, s'est laissée tomber à quatre pattes et s'est éloignée calmement dans les rangs de maïs, disparaissant dans l'obscurité comme si elle avait toujours fait partie du décor. Pas de course affolée, pas de bruit soudain. Juste un départ lent, presque tranquille. Je sais à quoi ça ressemble raconté comme ça. J'étais un peu ivre, oui, mais pas au point d'inventer une scène pareille. Je n'étais pas en train de voir des choses absurdes ou de délirer. Pendant quelques années, ma famille a vécu dans la maison de mon arrière-grand-mère. Tout le monde disait qu'elle était hantée. Les voisins, certains membres de la famille, même des amis de passage avaient tous des histoires à raconter. Bien sûr, mon père et moi n'y croyions pas une seconde. Pour nous, ce n'étaient que de vieilles superstitions liées à une maison ancienne qui craquait et respirait comme toutes les autres. Une nuit pourtant, quelque chose a fissuré cette certitude. Je me levais pour aller aux toilettes, à moitié endormi, avançant machinalement dans le couloir sombre. Pour y accéder, il fallait passer devant la porte d'entrée, et sans trop savoir pourquoi, j'ai tourné la tête dans sa direction en passant. À travers la vitre, dans l'obscurité totale du dehors, 2 points rouges me fixaient. Ils ne bougeaient pas. Ils ne clignaient pas. Juste 2 yeux lumineux, suspendus dans le noir comme s'ils flottaient à hauteur d'homme. Il n'y avait aucune autre forme visible, aucun reflet de voiture, aucune lumière environnante qui aurait pu expliquer ça. Je suis resté figé une fraction de seconde, incapable de comprendre ce que je voyais. Puis une peur brutale m'a traversé et j'ai fait demi-tour sans réfléchir. J'ai regagné mon lit en silence, le cœur battant, décidant que ma vessie pouvait bien attendre le matin. Je n'ai rien dit à personne cette nuit-là. Mais à partir de ce moment, chaque craquement de la maison me semblait différent, plus lourd de sens. Quand j'étais à l'école primaire, mon frère, nos amis et moi passions beaucoup de temps à faire du vélo autour de notre complexe d'appartements. Un jour, alors qu'on roulait tranquillement, une voiture break s'est arrêtée près de nous. Un homme au volant nous a appelés et a dit qu'il avait des bonbons d'Halloween en trop. Il nous a proposé d'en prendre. Il souriait, mais quelque chose clochait. Il insistait pour qu'on s'approche davantage, pour qu'on choisisse ce qu'on voulait vraiment. Sur le moment, on a trouvé ça bizarre, mais sans vraiment comprendre pourquoi. On a eu ce réflexe un peu nerveux de gamin qui sent que quelque chose ne va pas sans pouvoir l'expliquer. Alors on a éclaté de rire et on est parti en courant en criant « danger étranger », comme dans les vidéos qu'on nous montrait à l'école. On rigolait encore en pédalant, persuadé que c'était juste un type un peu bizarre. Quelques mois plus tard, on l'a revu. Même homme, même voiture. Cette fois, il s'est arrêté près de nous en disant qu'il était perdu et qu'il avait besoin d'aide pour se repérer. Il voulait qu'on s'approche pour lui montrer sur une carte. On lui a répondu qu'on ne connaissait pas bien le quartier, qu'on était juste des gamins. Mais il insistait, encore et encore, essayant de nous faire approcher. Là encore, on a fini par s'enfuir en riant nerveusement, en criant pour faire les idiots, sans vraiment réaliser à quel point la situation était étrange. La 3e fois, ce n'était plus drôle du tout. Il est revenu, encore une fois, et cette fois il nous a proposé de nous ramener chez nous en voiture. Quand on a refusé,
Il est sorti de son véhicule et a dit qu'il allait mettre nos vélos dans le coffre pour nous aider. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé dans notre tête. La peur a pris le dessus. On a hurlé pour de vrai, on a pédalé de toutes nos forces jusqu'à la porte de la maison de mon ami. Sa mère, alertée par le bruit, s'est penchée à la fenêtre de la cuisine. L'homme a aussitôt fait demi-tour, est remonté dans sa voiture et est parti en trombe. Cela s'est passé quand j'avais 7 ans. Je me promenais en centre-ville avec mon père. Il voulait acheter un CD, comme il le faisait souvent à l'époque. On allait toujours dans le même magasin de musique. Lui discutait avec les vendeurs pendant des heures, parlant de groupes et d'albums, et moi je restais à jouer sur la borne de démonstration de la Sega Dreamcast. Je me souviens très bien de ce jour-là. Pendant que je jouais, j'ai remarqué un homme un peu plus loin. Il me regardait fixement. Pas avec colère, ni vraiment avec intérêt non plus. Il avait l'air bouleversé, les yeux brillants, comme s'il retenait des larmes. Il ne disait rien, il ne bougeait presque pas. À 7 ans, je n'ai pas vraiment réfléchi à ce que ça pouvait vouloir dire. J'étais absorbé par le jeu, et les adultes autour de moi faisaient partie du décor. Environ 20 minutes plus tard, un mouvement étrange s'est créé dehors. Des voix, des gens qui s'arrêtaient, une tension soudaine. Mon père et moi sommes sortis pour voir ce qui se passait. L'homme que j'avais vu pleurer était maintenant sur le toit du bâtiment, debout au bord du vide. Il criait quelque chose, la voix cassée, puis il a hurlé mon prénom. Juste mon prénom. Avant même que je comprenne ce que ça signifiait, mon père s'est jeté sur moi et m'a plaqué contre lui, couvrant entièrement ma vue. J'ai senti son corps se crisper, ses bras se refermer comme pour me protéger de quelque chose d'irréversible. Je n'ai pas vu la chute, mais je l'ai entendu. L'homme est mort ce jour-là. Pendant des années, cette scène m'a hanté. Je repensais à ce regard, à ce moment précis où nos vies s'étaient croisées sans que je sache pourquoi. Je me demandais sans cesse ce qu'il avait vu en moi, ce que j'avais représenté pour lui, et pourquoi il avait prononcé mon nom. Puis, presque 20 ans plus tard, lors d'une fête de Noël organisée par mon travail, j'ai vécu quelque chose d'encore plus troublant. J'étais un peu ivre, comme beaucoup de collègues ce soir-là, et je me suis retrouvé à discuter longuement avec un homme de mon équipe. La conversation est devenue personnelle. Il m'a confié qu'il était bisexuel, mais qu'il n'avait pas eu de relation avec un homme depuis très longtemps. Il m'a parlé de son passé, d'une relation qu'il avait cachée à l'époque, d'un homme qu'il aimait mais qu'il n'avait jamais osé choisir. Cet homme s'était suicidé après qu'il a refusé de quitter sa compagne. Puis il a dit son prénom. Daniel. C'est à ce moment-là que tout s'est remis en place dans ma tête. L'âge, l'époque, les détails. Il était là ce jour-là. Dans la foule. À quelques mètres de moi. Deux liés par un instant tragique, séparés par 20 ans de silence, qui se retrouvaient sans l'avoir cherché. Ce n'est peut-être pas une histoire qui fait peur au sens classique. Mais elle m'a accompagné toute ma vie, comme une ombre discrète, me rappelant à quel point certains moments, même fugaces, peuvent laisser des traces impossibles à effacer. À une époque, je travaillais de nuit comme caissier et employé de mise en rayon. Pour casser la routine, je prenais souvent des itinéraires différents pour rentrer chez moi après le boulot. Une nuit, alors que je roulais sur une route que j'empruntais rarement, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Dans un champ, juste au bord de la route, se tenait une silhouette immobile. Elle semblait humaine, mais pas tout à fait. Elle était droite, immobile, appuyée sur ce qui ressemblait à une grande faux. La lumière de mes phares l'a éclairée juste assez pour que je distingue la forme, et pendant quelques secondes interminables, j'ai eu l'impression qu'elle me regardait passer. Je n'ai pas ralenti, je n'ai pas détourné les yeux, j'ai simplement continué à rouler, le cœur battant à m'en faire mal. En arrivant chez moi, encore sous le choc, j'ai immédiatement appelé mon meilleur ami. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, presque en plaisantant, mais avec un vrai malaise au fond du ventre. Je lui ai même dit, à moitié sérieux, que s'il m'arrivait quelque chose bientôt, il saurait peut-être pourquoi.
Quelques semaines plus tard, je reprenais exactement cette même route en rentrant du travail. Cette fois-là, la fatigue a gagné. Je me suis assoupi au volant. L'accident a été violent. Une collision frontale avec un camion-benne. J'ai passé 16 heures au bloc opératoire et ensuite une semaine entière dans le coma, les médecins se battant pour me sauver la vie et celle de mes membres. Quand je me suis enfin réveillé, encore complètement embrumé par les médicaments, mon ami est venu me voir. Il m'a regardé longuement avant de me demander, d'une voix hésitante, si l'accident avait eu lieu sur la même route que celle où j'avais vu la mort dans le champ. Même dans cet état, cette question m'a glacé jusqu'aux os. Quand j'étais enfant, mon père ne partait jamais en vacances avec nous. Il travaillait tout le temps, alors chaque été, c'était seulement ma mère, mes 2 sœurs et moi. Cette année-là, nous avions loué un petit chalet au bord du lac des Ozarks, perdu entre les arbres, loin de tout. Une nuit, un orage a éclaté. Le tonnerre faisait vibrer les murs et les éclairs illuminaient le paysage par à-coups. À chaque éclair, on distinguait un peu mieux ce qui se trouvait dehors. Et c'est là que nous l'avons vu. À quelques mètres de la cabane, dans la pluie battante, se tenait une vieille femme. On la distinguait à peine, mais sa silhouette était claire à chaque flash de lumière. Elle semblait immobile, tournée vers nous, les cheveux flottant dans le vent, comme si elle nous observait en silence. Ma mère est devenue de plus en plus nerveuse. À chaque éclair, la silhouette était toujours là, au même endroit, immobile. L'atmosphère dans la cabane devenait lourde, étouffante. Finalement, rassemblant tout son courage, ma mère a ouvert la porte et a crié vers l'obscurité. « Partez! Vous n'avez rien à faire ici. » La silhouette n'a pas bougé d'un centimètre. Nous avons passé le reste de la nuit presque sans dormir, sursautant au moindre bruit, persuadés que cette femme finirait par s'approcher. Puis le matin est arrivé. Le ciel s'est éclairci, la pluie s'est arrêtée, et la lumière du jour a révélé la vérité. Là où nous pensions avoir vu une vieille femme se tenait simplement une serpillière accrochée à une corde à linge, gonflée par le vent et trempée par l'orage. Rien de plus. Rien de vivant. Je travaillais de nuit dans une station-service, le genre de service où les heures s'étirent et où chaque bruit paraît plus fort qu'il ne devrait. Il devait être tard, bien après minuit. Le magasin était vide, silencieux, et j'essayais juste de tenir jusqu'au lever du jour. Puis un type est entré. Il parlait un anglais très approximatif, marmonnait plus qu'il ne parlait, et se déplaçait lentement dans les allées sans vraiment regarder les produits. Très vite, l'ambiance est devenue étrange. Pas agressive au début, juste tendue. Le genre de tension qu'on ressent dans le ventre avant même de comprendre pourquoi. Il continuait à tourner, à passer derrière les présentoirs, puis s'est rapproché de l'espace derrière le comptoir, là où les clients ne sont pas censés aller. Il ne disait toujours rien. Moi, je restais figé, le regard fixé sur lui, en essayant de garder une posture neutre. À un moment, j'ai senti que ça allait mal tourner. J'ai discrètement sorti le couteau que je gardais sous le comptoir, plus par instinct que par bravade. Je me suis dit que si ça dégénérait, j'allais au moins essayer de me défendre. Finalement, nos regards se sont croisés. Il m'a fixé quelques secondes, puis il a éclaté de rire. Un rire bref, bizarre. Il a mimé un pistolet avec ses doigts, m'a pointé comme pour se moquer, puis il a fait demi-tour et est sorti tranquillement. Je suis resté là, le cœur battant, incapable de bouger pendant plusieurs minutes. J'ai longtemps repensé à cette scène. J'ai toujours eu l'impression qu'il était venu avec une idée en tête, qu'il m'avait évalué, et qu'au dernier moment il avait décidé que ça n'en valait pas la peine. Un soir, au lycée, un ami et moi marchions dans les bois en discutant de tout et de rien. On traînait sans vraiment faire attention au chemin, juste à parler, à rigoler, à refaire le monde comme on le faisait souvent. On n'était pas complètement perdus, mais pas vraiment sûrs non plus de l'endroit exact où on se trouvait. On savait que nos maisons n'étaient pas très loin, pourtant tout semblait un peu flou autour de nous.
À un moment, j'ai eu une sensation étrange. Comme si le temps s'était étiré sans raison. On marchait depuis ce qui me paraissait être une éternité, et en même temps j'avais l'impression qu'on venait tout juste de commencer à avancer. Les arbres se ressemblaient tous, le silence était trop régulier, presque étouffant. On continuait à parler, mais nos phrases devenaient plus espacées, comme si quelque chose nous absorbait sans qu'on s'en rende compte. Puis, sans transition claire, tout a changé. On s'est retrouvés de nouveau sur le sentier principal, exactement là où il aurait fallu être depuis le début. À peine à un pâté de maison de chez lui. Aucun souvenir précis du moment où on avait bifurqué, ni de la façon dont on était revenu là. Juste cette sensation bizarre d'avoir sauté un morceau de temps. Mon ami a cassé le silence en disant, presque en plaisantant mais pas complètement, « T'as déjà l'impression que le temps bug parfois ?» J'ai répondu oui, sans trop réfléchir. On s'est regardé une seconde, un peu troublé, puis on s'est dit bonne nuit et chacun est rentré chez soi. Avec le recul, je me dis qu'on était sûrement juste fatigués, que nos esprits ont comblé des vides comme ils pouvaient. Mais je n'ai jamais revécu cette sensation depuis. Cette impression nette d'avoir été déplacé d'un point à un autre, sans comprendre comment ni pourquoi. Et parfois, quand j'y repense, ça me laisse encore un léger malaise. Une fois, je promenais mon chien tard le soir dans un quartier pourtant réputé tranquille. Il devait être autour de 22 heures. Mon chien était encore jeune à l'époque, très sociable, toujours content de croiser quelqu'un. En passant près du terrain de jeu du quartier, j'ai remarqué une lumière allumée. Rien d'alarmant au début, je me suis dit que quelqu'un devait simplement être là plus tard que d'habitude. Puis mon chien s'est tendu. Vraiment tendu. Il a ralenti, les oreilles droites, le corps raide, comme s'il venait de capter quelque chose que je ne voyais pas encore. J'ai continué à marcher, un peu mal à l'aise, quand j'ai entendu un bruit derrière moi. Quelqu'un faisait des aboiements. Pas un rire, pas une imitation maladroite, mais des aboiements dirigés vers mon chien. J'ai senti mon ventre se serrer. J'ai accéléré le pas, et là j'ai vu la lumière bouger derrière moi. L'homme est sorti de l'ombre et s'est mis à me suivre. Il continuait à aboyer, volontairement, en provoquant mon chien. Mon chien, d'habitude doux comme tout, est devenu incontrôlable. Il tirait de toutes ses forces, grognait, essayait de se jeter vers lui. Je n'avais jamais vu ça. J'ai crié pour qu'il s'arrête. Il a continué à avancer, traversant la rue vers moi, comme s'il testait mes limites. À ce moment-là, j'ai hurlé que s'il s'approchait encore, je lâchais la laisse. Il s'est arrêté net, mais a commencé à marcher à ma hauteur, en parallèle, en parlant sans arrêt. Des phrases décousues, mon prénom qu'il essayait de me soutirer, des paroles sans logique. Je luttais pour retenir mon chien, qui faisait déjà près de 40 kilos à l'époque et qui tirait de toutes ses forces pour me protéger. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, l'homme a disparu dans l'obscurité. Je n'ai jamais su par où il était parti. J'ai continué jusqu'à chez moi le cœur battant, sans oser me retourner. Plus tard, en parlant de cette histoire dans le quartier, j'ai appris que cet homme était connu. Un ancien adjoint du shérif, à la retraite, qui traînait souvent près du parc le soir, ivre la plupart du temps. Officiellement, il disait qu'il surveillait les lieux pour empêcher les sans-abri de s'y installer. C'est ce qu'on racontait, en tout cas. C'était à la fac, juste avant le début d'un cours. J'étais dans la bibliothèque et je voulais passer aux toilettes pour arranger mes cheveux. Je déteste quand il y a déjà quelqu'un dedans, je suis plutôt réservé, alors j'espérais vraiment être seul. En me dirigeant vers les toilettes, j'ai aperçu une fille juste devant moi. Elle avait de longs cheveux noirs et un sac à dos. Elle est entrée juste avant moi, ce qui m'a un peu agacé sur le moment, mais rien de plus. Je m'attendais simplement à ce qu'elle tienne la porte ou au moins qu'elle la laisse se refermer doucement. Sauf que quand j'ai attrapé la poignée juste après elle, la porte ne voulait pas s'ouvrir. J'ai senti une résistance nette, comme si quelqu'un poussait de l'autre côté pour la maintenir fermée. Pourtant, ce n'était pas verrouillé. À travers l'espace entre la porte et le cadre, je pouvais voir un bout de l'intérieur.
J'ai même commencé à rire nerveusement, tellement la situation était absurde. Je me disais, pourquoi cet inconnu s'amuse à me bloquer l'entrée des toilettes? J'ai insisté quelques secondes, puis j'ai lâché la poignée et me suis tourné vers la bibliothèque, presque pour vérifier si quelqu'un d'autre voyait ça. Personne ne semblait faire attention. À ce moment-là, la porte s'est refermée complètement, sans bruit. J'ai essayé de nouveau, et cette fois elle s'est ouverte sans la moindre résistance. Je suis rentré, un peu confuse, en m'attendant à voir la fille juste derrière la porte. Mais il n'y avait personne. J'ai regardé derrière la porte, puis dans chaque cabine, une par une. Tout était vide. Personne n'était là. Pas un bruit, pas un sac, rien. C'est là que j'ai réalisé que quelque chose clochait vraiment. Pourtant, étrangement, je n'ai pas eu peur. Juste une sensation étrange, comme si mon cerveau refusait d'analyser ce qui venait de se passer. J'ai simplement arrangé mes cheveux comme prévu, je suis sorti et j'ai continué ma journée. Un soir, je rentrais à pied d'un bar en traversant un parc du quartier. Rien d'inhabituel au départ, mais d'un coup j'ai ressenti une peur brutale, viscérale, impossible à expliquer autrement que cette sensation qu'on voit parfois dans les séries policières. Mon corps a réagi avant ma tête. Je me suis arrêté net, j'ai fait demi-tour et j'ai décidé d'attendre qu'on vienne me chercher. Hors de question de retraverser ce parc seul. J'ai fini par me saouler en attendant, juste pour calmer la tension et faire passer le temps. Des mois plus tard, on a appris qu'un violeur en série sévissait dans le quartier depuis longtemps. En voyant sa photo dans les médias, j'ai eu un choc. Je l'avais déjà croisé. Il m'avait parlé une fois, l'air tout à fait normal, me demandant des conseils sur le quartier parce qu'il envisageait d'y emménager après un divorce. Je me souviens encore de sa voix, de son attitude banale, presque sympathique. Les 2 dernières agressions avant son arrestation ont eu lieu dans ma rue. J'habitais au rez-de-chaussée à l'époque. Quand j'y repense, ça me donne la nausée. J'étais littéralement à quelques mètres de ce type, sans le savoir, pendant qu'il s'en prenait à des femmes du voisinage. Ce qui me hante le plus, ce n'est même pas la peur que j'ai ressentie ce soir-là. C'est d'apprendre ensuite qu'il y avait des preuves ADN depuis longtemps, mais qu'elles étaient restées inutilisées, égarées, ignorées. Il a fallu qu'une femme se batte, insiste, refuse de lâcher pour que l'affaire avance enfin. Quand j'y pense aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'horreur de ce qu'il a fait qui me marque, mais le sentiment d'abandon total du système. Cette impression que des vies peuvent être brisées pendant des années simplement parce que personne n'a pris la peine d'agir à temps. Et ça, honnêtement, ça fait encore froid dans le dos. Un hiver, il y a eu une énorme chute de neige dans ma ville, le jour de Noël en plus, ce qui était vraiment rare chez nous. Tout était recouvert d'un blanc épais et silencieux. Mon frère, ma sœur, le copain de ma sœur et quelques autres amis ont décidé d'aller faire de la luge sur une colline près des terrains de sport du coin. L'ambiance était parfaite, froide mais joyeuse, tout le monde riait et profitait du moment. À côté de la colline, il y avait quelques arbres. À un moment, je me suis amusé à en escalader un. Arrivé en haut, je me suis laissé tomber en arrière, simplement pour le plaisir de sentir la neige amortir ma chute. Je suis tombé dans un nuage blanc, j'ai ri, je me suis relevé, et la journée a continué sans incident. C'était juste un de ces souvenirs simples et heureux qu'on garde sans trop y penser. Quelque temps plus tard, en repassant près de cet endroit, la neige avait complètement fondu. En regardant autour des arbres, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait m'arrêter net. Tout autour du tronc, il y avait des tiges de métal plantées dans le sol, du fer à béton, avec du ruban autour, sûrement pour empêcher les gens de grimper. Elles formaient une sorte de cercle dangereux, pointe vers le haut. C'est là que j'ai compris à quel point j'étais passé près de quelque chose de grave. Quand j'étais tombé de l'arbre, j'étais tombé exactement dans l'un des rares espaces vides entre ces barres métalliques. Quelques centimètres de plus dans n'importe quelle direction, et je me serais empalé dessus, le jour de Noël, sans même m'en rendre compte.
Je me suis réveillé un matin à côté d'une femme qui avait facilement le double de mon âge. Je ne l'avais jamais vue de ma vie. La confusion a été immédiate, puis la panique. Je ne comprenais pas ce que je faisais là, ni comment j'étais arrivé dans ce lit. Plus tard, j'ai réalisé qu'elle me harcelait encore, comme si ce qui s'était passé lui donnait un droit sur moi. Quand j'ai essayé d'en parler autour de moi, la réaction a été brutale. On m'a lancé des blagues, des remarques déplacées, surtout à propos de la blessure que j'avais à la tête. Apparemment, j'étais tombé ce soir-là, je n'en ai aucun souvenir. La version qui circulait, c'est qu'elle m'aurait assommé d'un coup avant de faire ce qu'elle voulait. Personne ne semblait trouver ça particulièrement grave. Après tout, j'étais un homme, alors ce n'était pas censé compter. Je n'ai plus jamais remis les pieds à la soirée des shooters du bar après ça. L'idée même d'y retourner me retournait l'estomac. Le pire, c'est que des années plus tard, alors que je travaillais encore dans le milieu du service, elle est venue s'asseoir à une de mes tables. Mon corps a réagi avant même que mon cerveau comprenne ce qui se passait. J'ai dû demander à un collègue de prendre le relais, incapable de rester face à elle sans que tout remonte d'un coup. C'était tard le soir, autour de 23 heures, et je rentrais chez moi en Uber. Tout se passait normalement au début. Puis, à mi-chemin, le chauffeur a commencé à prendre des virages bizarres, à s'engager dans des petites rues sans raison apparente. Au début, j'ai pensé qu'il évitait simplement la circulation, mais très vite j'ai compris qu'on ne se rapprochait plus du tout de ma destination. Je lui ai demandé calmement pourquoi il ne suivait pas l'itinéraire indiqué par Google Maps. Il s'est retourné à moitié et m'a dit de me taire. Le ton était sec, agressif. Puis, sans prévenir, il a mis fin à la course dans l'application. Mais il n'a pas arrêté la voiture. Il a continué à rouler. C'est là que la panique a vraiment commencé à monter. On était dans une zone que je ne reconnaissais pas, tard dans la nuit, et je savais très bien que dans ce pays, appeler la police ne garantissait rien. J'avais du spray au poivre sur moi. Mes amis se moquaient souvent de moi pour ça, disaient que j'étais parano. Mais à ce moment-là, c'était la seule chose qui me donnait un semblant de contrôle. J'ai sorti le spray et j'ai vaporisé en direction du conducteur. Il a perdu le contrôle du véhicule et a percuté quelque chose sur le côté de la route. J'ai ouvert la portière et j'ai couru sans me retourner. Ce qui me hante encore aujourd'hui, ce n'est pas seulement la peur de ce moment-là. C'est tout ce qui est venu après. J'ai réalisé que, dès qu'il avait mis fin au trajet, l'option d'urgence dans l'application avait disparu. Plus de boutons SOS. Plus de traces actives. Et lui, il savait exactement où j'habitais. Même si j'avais voulu signaler ce qui s'était passé, je me disais qu'il pourrait très bien me retrouver. Le pire, c'est la réaction des autres. Quand j'en ai parlé à ma famille ou à des amis, beaucoup ont minimisé. Certains m'ont demandé si je n'avais pas exagéré. Si je n'avais pas été trop agressif. Si je n'avais pas mal interprété la situation. Comme si j'étais responsable de ce qui m'était arrivé. C'est là que j'ai compris, de manière brutale, ce que vivent tant de personnes après une expérience traumatisante. Ce sentiment d'être mis en doute, de devoir se justifier, de se demander soi-même si on a eu tort de vouloir se protéger. Un jour, je chassais seul dans le nord de la Colombie-Britannique. J'étais sur mon quad, avançant lentement le long d'un vieux sentier à peine visible, quand j'ai débouché près d'un petit étang. En regardant le sol, j'ai d'abord aperçu un os. Rien d'alarmant sur le moment. Puis j'ai levé les yeux un peu plus loin et j'ai distingué un crâne de cerf. Là encore, ça ne m'a pas particulièrement surpris. Mais en avançant de quelques pas, j'ai commencé à remarquer d'autres os dispersés un peu partout. Puis d'autres encore. J'ai pris le temps de regarder autour de moi et j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de restes isolés. Il y avait des squelettes entiers, au moins une vingtaine, éparpillés autour de la clairière, et parmi eux 2 carcasses encore fraîches. À cet instant, j'ai compris que je me trouvais au milieu d'un véritable charnier animal. Le silence était total, presque pesant. Pas un oiseau, pas un insecte,
rien. J'ai senti cette impression désagréable d'être observé, comme si quelque chose, caché dans les arbres, suivait chacun de mes mouvements. Mon instinct m'a poussé à descendre du quad, à charger mon fusil et à rester immobile quelques minutes, les yeux balayant les sous-bois. Mon cœur battait fort et chaque bruit minuscule me semblait anormal. Rien n'est apparu, mais le malaise ne m'a pas quitté avant longtemps. Plus tard, j'ai appris qu'il s'agissait très probablement d'un site de chasse de cougars. Vu le nombre d'ossements et l'état des carcasses, c'était clairement un prédateur efficace, bien installé dans le secteur. Savoir que j'avais traversé son territoire, peut-être sous son regard, a donné à ce souvenir une dimension encore plus troublante. Quand j'avais 7 ans, ma sœur en avait 4. On jouait souvent dehors, dans le jardin, et un jour un garçon du quartier, beaucoup plus âgé que nous, il devait avoir 11 ou 12 ans, est venu nous rejoindre. Il avait l'air sûr de lui, presque adulte à nos yeux. On le regardait avec cette naïveté qu'ont les enfants quand ils pensent que les plus grands savent forcément mieux qu'eux. À un moment, alors que nous étions dans notre petite cabane de jeu, il nous a proposé quelque chose de bizarre. Il a dit que ça faisait du bien et que ça empêchait d'avoir des problèmes aux pieds. Même si quelque chose en moi me disait que ce n'était pas normal, je n'avais ni les mots ni la maturité pour comprendre pourquoi. Et comme il parlait avec assurance, on l'a laissé faire. Plus tard dans la journée, j'en ai parlé à mon père. Je ne comprenais pas vraiment ce que j'avais vécu, mais je sentais que quelque chose clochait. Sa réaction a été immédiate et très différente de d'habitude. Lui qui était d'ordinaire calme est sorti sans un mot, visiblement en colère, et est allé directement voir le garçon. Il lui a ordonné de partir et de ne plus jamais remettre les pieds près de notre maison. Sur le moment, j'étais surtout surpris par la violence de sa réaction. Je ne comprenais pas pourquoi il était aussi furieux. Ce n'est que bien plus tard, en grandissant, que j'ai réellement compris ce qui s'était passé. Une fois, alors que je faisais la vaisselle, il m'est arrivé quelque chose qui m'a marqué pour longtemps. La disposition de la maison faisait que lorsqu'on entrait par la porte d'entrée, la cuisine se trouvait immédiatement sur la gauche. Donc quand on était à l'évier, on avait le dos complètement tourné à l'entrée. J'étais en train de laver des assiettes, l'eau coulait, rien d'anormal. Puis j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai clairement perçu le bruit de la serrure, exactement comme quand quelqu'un rentre à la maison. J'ai aussitôt pensé que c'était mon père qui arrivait plus tôt que prévu. J'ai coupé l'eau et je me suis retourné. Dans l'embrasure du couloir, il y avait un homme. Grand, habillé entièrement de noir, avec un costume sombre et un haut de forme. Il se tenait là, immobile, comme s'il venait tout juste d'entrer. Pendant une seconde, mon cerveau a refusé de comprendre ce que je voyais. Mon corps s'est figé, incapable de réagir. Puis il a commencé à avancer dans le couloir. Pas vite. Pas lentement non plus. Et alors qu'il se déplaçait, il a commencé à disparaître. Pas brusquement, mais comme s'il se dissolvait dans l'air, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Le couloir était vide. Je suis resté là, pétrifié, incapable de bouger. Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans toute la maison. J'ai fini par reprendre mes esprits, mais je n'arrivais plus à me concentrer sur quoi que ce soit. J'avais constamment l'impression que quelqu'un se tenait juste derrière moi, hors de mon champ de vision. J'ai appelé mon frère pour qu'il vienne s'asseoir dans le salon pendant que je terminais la vaisselle. Je ne voulais pas être seul. Quand j'avais 13 ans, j'ai fait quelque chose de totalement banal. J'ai dit à une fille de mon âge qu'elle était jolie. Rien de plus. À l'époque, ça ne me semblait pas important, juste un compliment un peu maladroit comme on en fait à cet âge-là, sans arrière-pensée. Mais après ça, tout a changé. Elle a commencé à me suivre partout. Elle traînait autour de mes amis, les interrogeait sur moi, apparaissait là où je me trouvais. Parfois, elle me fixait avec une intensité qui me mettait vraiment mal à l'aise. D'autres fois, elle essayait de se rapprocher physiquement,
de m'embrasser, sans que je lui donne le moindre signe que c'était réciproque. Il y a eu d'autres comportements encore, mais rien que d'y repenser me met mal à l'aise. Au bout d'un moment, j'ai compris qu'il fallait que je dise quelque chose. J'ai essayé d'être calme, respectueux. Je lui ai dit que j'étais flatté, que je ne lui en voulais pas, mais que je n'étais pas intéressé par une relation. J'ai même précisé que si j'avais donné une mauvaise impression, j'en étais désolé. Sa réaction a été immédiate et violente. Elle s'est mise en colère, m'a frappé au torse à plusieurs reprises et m'a crié dessus. Elle m'a lancé, les yeux pleins de rage. « Tu n'as aucune idée de qui tu fais chier. » Sur le moment, j'ai surtout été choqué. Je ne comprenais pas d'où venait une telle haine. Mais ce qui est venu ensuite m'a encore plus marqué. Dans notre petite ville, tout le monde se connaissait. Mes parents ont appris ce qui s'était passé et m'ont expliqué quelque chose que je ne savais pas. Le père de cette fille venait de sortir de prison après une condamnation pour meurtre. Là, tout a pris une autre dimension. Ce n'était plus juste une mauvaise expérience sociale, c'était devenu quelque chose de réellement inquiétant. Mes parents ont eu peur, et moi aussi. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire beaucoup plus attention à ce que je disais, à qui je parlais, et surtout à la façon dont je montrais de l'intérêt. Cette histoire m'a marqué bien plus que je ne l'aurais cru. Ma famille a déménagé à Indianapolis quand j'étais en 2e année d'école. Un après-midi, j'étais installé devant la télévision quand une alerte météo a interrompu le programme. L'écran montrait la carte radar avec différentes teintes de vert indiquant la pluie et les zones à risque de tornade. En levant les yeux vers la fenêtre, j'ai senti mon estomac se nouer. Le ciel avait exactement la même couleur verdâtre que celle affichée à l'écran, comme si la carte s'était étendue au monde réel. Quelques minutes plus tard, le vent a commencé à souffler avec une violence inhabituelle. Les murs vibraient, les vitres tremblaient et chaque rafale faisait craquer la maison comme si elle allait se disloquer. Les arbres se pliaient au loin et on entendait des objets rouler ou s'entrechoquer dehors. Je me souviens m'être figé sur place, incapable de détourner le regard de la fenêtre, persuadé que le toit allait s'arracher d'un instant à l'autre et que tout allait disparaître dans un vacarme assourdissant. Mes parents ont fini par me faire asseoir dans une pièce plus sûre, mais même là, le bruit du vent et la pression dans l'air rendaient chaque seconde interminable. Pour quelqu'un né au milieu des plaines balayées par les tornades, ce genre de scène devait sans doute sembler banal. Pour moi, c'était la première fois que je ressentais à quel point la nature pouvait devenir imprévisible et écrasante. À l'époque, je vivais dans une petite ville du nord du Canada. C'était en 1996 et j'avais tout juste 20 ans. Je travaillais sur des chantiers pétroliers comme simple manœuvre, sans expérience ni stabilité. Je passais d'un canapé à l'autre, dormant chez des amis quand ils voulaient bien m'héberger. Finalement, un ami m'a proposé une chambre dans la maison de sa mère. Ce n'était pas vraiment une chambre, plutôt un coin du sous-sol, sans fenêtre, encore à moitié en chantier. Sa mère vivait de l'aide sociale et lui et son frère géraient la maison comme ils pouvaient. J'ai installé mes affaires là-dessous. Un vieux matelas récupéré, une petite télévision trouvée d'occasion, un ventilateur pour faire circuler l'air. À l'époque, je me considérais comme quelqu'un de dur. Je buvais beaucoup, je me battais parfois, j'essayais de prouver que rien ne me faisait peur. Je n'étais pas du genre à paniquer facilement. Pourtant, assez vite, quelque chose a commencé à me déranger. La nuit, quand tout était silencieux, j'entendais un son étrange. Ce n'était pas un bruit de la maison qui travaille ni un craquement ordinaire. C'était comme un ricanement étouffé, très proche de mon oreille, presque intime. Un rire bas, malsain, qui revenait encore et encore. Je restais allongé, les yeux ouverts, le cœur battant, persuadé que je devenais fou. Il y avait aussi une étagère contre le mur avec mes livres préférés. Plusieurs fois, je montais à l'étage pour aller aux toilettes ou manger quelque chose, et quand je redescendais, les livres étaient par terre. Personne n'était descendu au sous-sol. Rien n'avait bougé d'autre. Juste les livres, renversés comme si quelqu'un les avait balayés d'un geste lent et volontaire. Les nuits devenaient de plus en plus longues.
Le rire revenait souvent, toujours tout près de mon oreille. J'essayais de me convaincre que c'était le stress, la fatigue, l'isolement. Mais au fond de moi, la peur s'installait. Un soir, complètement à bout, je suis monté à l'étage et j'ai demandé à mon ami si je pouvais dormir par terre dans sa chambre. J'étais presque honteux de le demander. Dans cette ville, montrer la moindre faiblesse était mal vu. Les gars sortaient boire, allaient au bar de danseuses, se battaient dehors comme si c'était normal. Il ne s'est pas moqué de moi. Il a juste hoché la tête et m'a laissé m'installer. Le lendemain, presque comme si c'était anodin, il m'a dit que son cousin Brent n'avait pas tenu longtemps non plus dans cette pièce. Il avait déménagé rapidement sans trop d'explications. J'ai décidé d'aller lui parler. Je savais où le trouver, toujours au même endroit les jours de congé. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, il m'a regardé avec des yeux vides, fatigué. Il n'a pas hésité une seconde avant de répondre que cette pièce était hantée. Sa voix était plate, comme s'il ne voulait pas se souvenir davantage. Je ne suis retourné dans ce sous-sol qu'une seule fois, juste pour récupérer mes affaires. Peu de temps après, j'ai trouvé un autre endroit où vivre, une vieille roulotte partagée avec un ami. Ce n'était pas confortable, mais au moins, quand je m'endormais, je n'entendais plus ce rire dans le noir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.